Dans les années 30, alors qu'une grande partie de l'Europe est en proie à la menace fasciste, le roi de la Roumanie, Carol II, décide de fonder un mouvement de jeunesse pour lutter contre cette idéologie. Mais en s'inspirant des jeunesses hitlériennes ou encore des jeunesses fascistes, les Balila italiennes. Comment s'est fondé ce mouvement? Est-ce qu'il a pris de l'ampleur au sein de la Roumanie? Et quel est son impact sur la Roumanie actuelle? C'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Vous regardez La Ruée vers l'Est, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On est parti. On l'a déjà vu dans les différentes vidéos que j'ai fait auparavant, mais la Roumanie d'entre-deux-guerres est en proie à de profonds changements politiques. Le roi Ferdinand Ier, héros de la Grande Guerre et architecte de la Grande Roumanie, meurt en 1927. C'est donc son petit-fils, Mihai Ier, qui monte sur le trône. Bon, à l'époque, il a seulement 6 ans, donc c'est une régence qui s'instaure. En fait, le père de Mihai, Carol II, a renoncé à ses droits royaux en 1925 et est en France à ce moment-là. Mais en 1930, Carol II décide de rentrer en Roumanie et de renverser son propre fils avec l'aide du parti paysan de l'époque qui abroge le décret de son renoncement au trône. Bon, petite parenthèse, mais la Roumanie de l'époque, c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire. Ce qui signifie que le roi règne avec le parlement, qui lui est élu. Donc sur le papier, c'est un régime libéral et démocratique, mais bon, dans les faits, les différents partis parviennent à manipuler les élections et le roi conserve tout de même un grand pouvoir. À cette époque-là, un mouvement mystico-fasciste prend de plus en plus de place en Roumanie. C'est la Légion de l'Archange Michel, dirigée par Codreanu. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo à son sujet, le lien s'affiche en haut, je vous invite à aller la voir. Ce mouvement connaît une ascension fulgurante et déstabilise la monarchie parlementaire. En effet, les légionnaires considéraient la famille royale comme des parasites étrangers de la nation roumaine. Parce qu'au final, la dynastie royale de Ferdinand, Mihai et Carol n'a pas grand chose de roumain. C'est la dynastie des Hohenzollern-Sigmaringen, pardon Pascal, qui préférait d'ailleurs parler l'anglais et le français aux Roumains. C'était une dynastie, comme son nom le laisse entendre, aux racines germaniques. Face à cette montée du fascisme à l'intérieur même du pays, Carol oscille entre conciliation et répression. Il remarque très vite que la Légion de l'Archange Michel est très forte au sein de la jeunesse roumaine. Les jeunes sont vraiment attirés par ce mouvement qui propose une doctrine et une élévation spirituelle très forte. Et donc, il va faire ce qu'auraient fait beaucoup d'autres chefs d'État. Il va créer une organisation concurrente à la Légion. Il estime devoir prendre en main l'éducation de la jeunesse. Dès l'automne 1934, il lance l'Office pour l'éducation des jeunes roumains. Et en 1935, il fonde la Straja Tsari, la sentinelle de la nation, qu'on pourrait appeler également les jeunesses carlistes. Et la devise est Credința și munca pentru rege și țara. Croyance et travail pour la patrie et le roi. Au sein de cette organisation, il y aura 2 places fortes où seront formés les cadres, à Brezea pour les garçons et à Predal pour les filles. En 1935 jusqu'en 1937-1938, le mouvement n'est pas très présent et d'ailleurs il cohabite avec d'autres mouvements de jeunesse tels que les scouts par exemple. Mais en 1937, l'élection parlementaire met à mal le gouvernement. En effet, aucun parti n'en ressort majoritaire et Carol II, se retrouvant dans une impasse, décide de renforcer le pouvoir autour de sa personne et autour de la monarchie. En 1938, pour lutter contre la menace fasciste grandissante de la Légion de l'Archange Michel et de son parti, la Garde de Fer, Carol II instaure une dictature. Il crée le Front de la Renaissance nationale, qui est un parti unique, et donc parallèlement, forcément, il interdit tous les autres mouvements politiques, notamment la Garde de Fer évidemment, vous l'avez compris, mais également tous les autres. Le Front de la Renaissance nationale, le FRN, se part de nombreux éléments fascistes, tels que l'uniforme bleu marine et blanc, le salut romain obligatoire, le culte de la personnalité, tout en se présentant à l'Occident comme un rempart au nazisme dans les Balkans. La Straja Tsari, qui jusqu'alors cohabitait avec les autres organisations de jeunesse, devient elle aussi l'organisation de jeunesse unique. Fini les scouts, fini les autres, maintenant tous les jeunes iront à la Straja Tsari et le mouvement devient d'ailleurs obligatoire pour les garçons de 7 à 18 ans et pour les filles de 7 à 21 ans. L'objectif politique était clair, contrer l'influence croissante de la Garde de Fer auprès de la jeunesse et créer un mouvement loyal à la monarchie, façonné sur des modèles fascistes comme les jeunesses hitlériennes et les Balila italiens. Carol se présentait d'ailleurs comme le Marele Strager, le grand sentinelle. Évidemment, Carol II, il est pas bête, il voit que la jeunesse est attirée par les mouvements fascistes, par les jeunesses fascistes, par l'uniforme, etc. Et donc, il est bien obligé de proposer quelque chose de similaire pour attirer les jeunes. Le but pour Carol, c'est que tous les jeunes roumains intègrent les sentinelles du pays. Et donc, il y a un quadrillage national qui se met en place pour que toutes les villes, tous les villages disposent de leur local. Le commandement opérationnel était assuré par le général Teofil Sidorovic et par Nisa Kamarachescu, bien que Carol II reste le leader symbolique.
Évidemment, toute organisation visant à influencer la jeunesse se doit de se doter de symboles forts pour marquer les esprits. Les jeunes portent un uniforme bleu clair et blanc. Ils font également le salut romain, comme le font les nazis et les fascistes italiens, des chansons, des insignes, des fanions, et même des journaux relatant les exploits des sentinelles. Et un des points centraux, évidemment, le culte de la personnalité autour de Carole II. Il faut quand même bien se rappeler que cette organisation a été faite surtout dans le but de renforcer la monarchie. Le jour de la fête nationale, le 8 juin, qui est le jour de la Restauration, les jeunes formaient des monogrammes humains à l'effigie de Carole II, et tous les sentinelles de l'ensemble du pays allaient le rencontrer et l'admirer. La première fois que j'ai pris connaissance des Strajja Tsari, c'est lors de la visite d'un musée où j'ai vu cette image de ce jeune faire le salut romain. Ça m'a interpellé car j'ai tout de suite pensé aux jeunesses hitlériennes. Et j'ai même cru tout d'abord que Hitler avait créé une organisation satellite au sein de la Roumanie. Il n'en est rien. Mais il est vrai que les parallèles entre les sentinelles et la jeunesse hitlérienne sont vraiment nombreux. Le but de la Strajja Tsari, c'est de renforcer la loyauté royaliste et donc de lutter contre l'influence légionnaire. Tandis que les jeunesses hitlériennes, quant à elles, avaient plus pour but d'endoctriner la jeunesse dans l'idéologie nazie. Mais il ne faut pas oublier que toutes les deux avaient un but également d'éducation paramilitaire très fort. Toutes ces deux organisations étaient obligatoires, les uniformes sont vraiment similaires et l'organisation également extrêmement verticale avec le grand leader au sommet, le roi ou Hitler. Et également l'encadrement sous forme de camp où les jeunes faisaient diverses activités. Parce que évidemment la Strajja Tsari, elle vise à refaçonner la jeunesse, à la renforcer autour du roi. Et donc pour refaçonner la jeunesse, il faut mettre en place un programme complet d'éducation intégrale. On peut compter 4 volets. Le volet physique, le volet technique, le volet national, moral, religieux et également l'éducation civique. Bon, pour le volet physique, évidemment, les camps de jeunesse étaient extrêmement axés sur le sport, comme le faisaient tous les autres mouvements de jeunesse dans tous les autres pays à ce moment-là. On pratiquait la gymnastie et les sports collectifs, on faisait des courses d'orientation, de l'athlétisme, du tir, on pratiquait également beaucoup de randonnées en montagne. La Roumanie étant assez montagneuse, les balades ne manquent pas. L'éducation technique passait par l'initiation aux premiers secours et également à réaliser des topographies des lieux. Bon, pour le volet national, moral et religieux, je vais pas vous faire un dessin, et évidemment Carole II et Dieu étaient les deux points centraux de la doctrine, et avec évidemment le salut du drapeau, le respect de la nation, l'apprentissage de l'amour de la patrie, avec quand même un aspect de l'apprentissage de l'histoire et du folklore roumain. On chantait l'hymne national ou des chants folkloriques, le soir on dansait au coin du feu, et on allait à l'église prier le Seigneur et remercier le roi. Et l'éducation civique passait notamment par la pratique, telle que la réparation des villages, la réparation des routes, l'entretien des parcs, le nettoyage des espaces publics, etc. Il se présentait également à l'occasion des créations culturelles et était évidemment toujours présent pour glorifier le roi et la patrie. Évidemment, qui dit dictature, dit propagande. La Strajja Tsari avait des supports qui relayaient toutes ces actions, telles que de nombreuses revues officielles et également des revues internes au mouvement. Chaque semaine, les différents journaux royaux intégraient au moins un article relayant les actions des sentinelles. Et même la radio publique avait un programme nommé Ora Stragerilor, qui veut dire l'heure des sentinelles, qui consacrait entre 60 et 90 minutes à l'idéologie des sentinelles. Et comme ce mouvement était obligatoire dès 1938, la mobilisation a été forcément immense. Parce qu'en pratique, tous les garçons de 7 à 18 ans et les filles de 7 à 21 ans avaient obligation de faire partie de cette jeunesse carliste. En 1939, on recense plus de 3 millions de jeunes faisant partie de l'organisation, et en 1940, c'est plus de 4 millions qui sont dedans. Ça représente environ un tiers de la jeunesse concernée. Bon, c'est vrai que un tiers pour une organisation obligatoire, ce n'est pas énorme en fait. Bon, ça peut s'expliquer de nombreuses façons. Déjà, le budget alloué aux jeunesses carlistes représentait seulement 0,5% des dépenses générales. Ce manque de moyens a eu évidemment un impact sur l'organisation. Bon, de plus, la Strajja Tsari, bien qu'elle plaise aux plus jeunes pour les différentes activités qu'elle proposait, elle attirait beaucoup moins les adolescents, ceux qui avaient entre 14 et 18 ans, qui eux étaient beaucoup plus attirés par des mouvements plus radicaux, comme la Légion de l'Archange Michel. En fait, la Strajja Tsari était plus vue comme une obligation scolaire que comme une réelle organisation idéologique. Et aussi, son succès modéré s'explique que la Strajja Tsari n'a pas duré dans le temps. En 1938, elle est devenue obligatoire, mais en 1940, elle est déjà dissoute. En effet, en 1940, le roi Carole II est forcé d'abdiquer, et c'est la garde de fer qui prendra le pouvoir en fondant l'État national légionnaire.
Évidemment, la garde de fer va absorber cette organisation qui a déjà des structures dans tout le pays pour les recycler en structures fascistes ou militaires. Et après la Seconde Guerre mondiale, les communistes prennent le pouvoir et eux considéreront ces organisations comme bourgeoises et donc les supprimeront tout simplement. Ça signera l'arrêt de la Strajja Tsari. En conclusion, la Strajja Tsari, ça aurait dû être plus que des simples scouts royaux. C'était vraiment pensé comme un outil de propagande qui était là pour transcender la jeunesse, pour élever la jeunesse autour du roi et surtout pour la rendre loyale à la monarchie. Alors oui, l'efficacité a été plus ou moins réelle parce qu'il y a eu de nombreuses actions qui ont été menées par la jeunesse, mais l'impact idéologique réel sur le pays a été vraiment limité de par l'instabilité politique qu'il y avait à ce moment-là en Roumanie et également par la durée de vie qui a été très courte de cette organisation. Les sentinelles ont réalisé quand même quelques actions notables, notamment en été 1940, les Russes ont pris une partie de la Moldavie et donc il y a eu énormément de réfugiés qui sont venus plus au centre de la Roumanie et donc ces sentinelles sont venus en aide aux réfugiés. C'était la seule organisation à ce moment-là qui a eu ce rôle d'assistance. La fin de la Strajja Tsari signe plus ou moins la fin de la monarchie roumaine. En effet, après la prise de pouvoir des légionnaires, c'est le roi Mihai Ier qui monte sur le trône, mais il sera vraiment réduit à un rôle purement cérémoniel, rien à voir avec le grand pouvoir politique qu'avait Carol II. On peut dire que la Strajja Tsari a été plus une expérience d'organisation de jeunesse qu'un réel succès. D'ailleurs, au sein de la Roumanie actuelle, il y a très peu de traces de cette organisation, à part dans quelques musées, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment très rare, contrairement à la Légion de l'Archange Michel, qui conserve encore un statut presque mystique. Et donc voilà, c'était l'histoire des Strajja Tsari. J'espère que ça vous a amusé de voir qu'on pouvait essayer de lutter contre le fascisme avec encore plus de fascisme. Moi personnellement, ça m'a fait un peu rire le jour où j'ai vu cela dans un musée. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, likez, commentez et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas également à voir les précédentes vidéos qui s'affichent à peu près ici. Nous, on se dit à la prochaine. C'était La Ruée vers l'Est. Salut!